Donc, pour clore cette super belle soirée, on va avoir une présentation d'une personne qui a déjà présenté pour Bistro Brain, Monsieur David Fortin en chair et en cerveau, on aurait le goût de dire. Donc, on accueille Monsieur Fortin qui a complété une formation en neurochirurgie et neuro-oncologie. Il a fondé le laboratoire de recherche sur les tumeurs cérébrales. Il a à son actif plus de 100 publications. Il est obsédé par le film The Matrix, la science-fiction, la moto et bien sûr le cerveau. Et bien sûr, il adore sa bande familiale de Misfits. Donc, on l'accueille chaleureusement. Merci pour la présentation. Je vais juste, en guise d'introduction, en attendant que ça soit affiché, moi, mes affaires sont parties. Je vais mentionner que d'abord, j'aimerais remercier le comité organisateur d'avoir invité. J'ai appris plein de choses ce soir. C'était vraiment intéressant. De un. De deux, je veux mentionner que c'est Alexis qui a choisi ma présentation. Quand il m'a contacté, j'ai dit de quoi tu vas entendre parler. Il m'a demandé de parler de la chirurgie éveillée. Donc, c'est un peu de ça dont je vais vous entretenir. Je vais en profiter pour citer quelques collègues qui ont présenté précédemment parce que leurs sujets de présentation vont relativement bien s'interfacer avec ce que je veux vous montrer. OK, groupe. Je vais vous parler de la chirurgie des tumeurs cérébrales primaires et on m'a demandé, en fait, je vais vous parler de la chirurgie personnalisée. Je vais commencer en vous disant que je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Je vous parle du cerveau d'abord en vous disant de manière simplifiée que le cerveau, c'est l'organe le plus complexe connu dans la galaxie, en fait dans l'univers même. Le cerveau, c'est une collection de neurones. On dit qu'il y a 100 milliards de neurones dans le cerveau de l'être humain. Chacun de ces neurones-là va faire plusieurs milliers de contacts synaptiques, tant et si bien que vous avez tout le monde pour 40 fois 10 à la 14 contacts synaptiques dans votre cerveau. Ça, c'est autant d'étoiles qu'il y a dans la Voie lactée. Si on veut le simplifier à sa plus simple expression, un cerveau, on peut le diviser en 3 grandes régions. Vous voyez ici une résonance magnétique en coupe coronale, donc de face. Là, vous voyez apparaître en bleu le cortex. Le cortex, c'est la feuille qui entoure le cerveau, qui contient la majorité des neurones. Maintenant, comme on le disait tout à l'heure, chacun de ces neurones-là contient beaucoup de contacts entre chacun d'eux. L'essentiel du volume cérébral, comme vous le voyez sur l'image ici, c'est la matière blanche. Ce sont les différents axones qui sont ni plus ni moins que les genres de fils électriques qui connectent les neurones entre eux, si vous voulez. Puis à l'intérieur de ces axones-là, vous voyez qu'il y a des noyaux profonds qui, on va le dire tout à l'heure, sont un peu un no man's land chirurgical. C'est une région où on n'aime pas aller opérer parce qu'on sait que, un peu comme la cime d'un arbre, si on va travailler à cet endroit-là, on est en grand risque d'endommager nos patients. Je reviens sur le cortex parce qu'il faut que je vous fasse une distinction vraiment essentielle. Il y a 2 types de cortex. Il y a des cortex qu'on va appeler primaires, puis il y a des cortex qu'on va appeler associatifs. Sur l'image que vous voyez ici, qui est une image cadavérique que j'ai colorée, vous voyez en couleur les différents cortex primaires. Les cortex primaires, c'est assez simple. C'est des cortex qui prennent en charge des fonctions unicistes, simples, répétitives et cartographiables. Un exemple, le cortex moteur. Mon cortex moteur gauche s'active, va faire bouger le côté droit de mon corps. Même chose pour le système sensitif. Il y en a de même pour l'aire visuelle primaire, l'aire auditive primaire. Mais vous voyez que l'essentiel de la surface d'un cerveau humain qui est en rouge, ce sont des cortex dits associatifs. Puis ces cortex-là sont beaucoup plus difficiles à comprendre, pratiquement impossibles à étudier en temps réel et complètement différents d'un individu à l'autre. C'est-à-dire que le cortex associatif de Dr Lamontagne ici est complètement différent du mien en fonction de nos expériences et de notre génétique. Et le challenge qu'on a lorsqu'on fait des chirurgies, c'est évaluer ces cortex associatifs-là. Donc, aire associative, pour nous, aujourd'hui, pendant la présentation, on va faire équivaloir ça essentiellement à fonction cognitive complexe. Puis c'est là, nous, les chirurgiens, qu'on n'est pas très bons. On n'est pas très bons dans l'évaluation de la fonction cognitive complexe chez nos patients. Donc, si je vous parle de chirurgie spécifiquement, je vais rediviser tout ce qu'on vient de discuter en 3 grandes zones. Ma première grande zone va concerner les cortex primaires et leurs connexions. Ça, je vais vous montrer, si on est capable de regarder les vidéos, je vais vous montrer des exemples dans lesquels on est vraiment très bon pour bien comprendre la cartographie des cortex primaires puis intervenir sur ces régions-là. Là où on n'est vraiment pas bon, là où on a beaucoup de chemin à faire, puis là où je concentre le maximum de ma présentation, c'est sur les cortex associatifs.
C'est cette portion-là de la chirurgie qu'on doit améliorer. Puis comme je l'ai mentionné tout à l'heure, tout ce qui est structure profonde, donc noyaux neuronaux profonds, tronc cérébral, bien, ce sont des régions cérébrales sur lesquelles on n'intervient que très, très rarement, dans le contexte tumoral du moins. On commence à inscrire le cancer cérébral dans ce contexte-là. Le cancer cérébral primaire, qu'on appelle aussi le gliome, parce que c'est une maladie qui prend naissance des cellules gliales, qui sont les cellules de support des neurones, c'est une maladie assez rare. Tantôt, Dr Lamontagne nous a parlé de méta-analyse avec, entre autres, vous citiez, Dr Lamontagne, des maladies cardiaques, des maladies où on utilisait des anti-inflammatoires, on a parlé de la COVID, on parlait de grandes populations de patients. Nous, malheureusement, heureusement, je devrais dire, mais on travaille avec des petites populations de patients. Donc, les gliomes, ça touche 13 cas par tranche de 100 000 habitants. Puis le gliome qu'on voit le plus souvent, nous autres, qui est le gliome de grade 4, la tumeur la plus impitoyable, on parle de 4 à 6 cas par tranche de 100 000 de population. Donc, cette maladie-là, c'est une maladie qui est d'entrée de jeu incurable. C'est une maladie qui est incurable, malheureusement, en grande partie parce que ça infiltre le parenchyme cérébral. Et là, j'ai un petit vidéo qui vient du labo, mais à voir, vous n'avez pas une connexion physique, hein? Connexion Internet physique? Vous voyez à droite de l'écran une résonance magnétique avec une tumeur. La tumeur a l'air relativement évidente, assez volumineuse, mais sachez que ce n'est que la pointe de l'iceberg et que malheureusement, on sait qu'autour de cette tumeur-là, de ce nodule tumoral-là, il y a tout plein de petites cellules gliales qui infiltrent le parenchyme cérébral. Puis ça, vous voyez dans les deux vidéos qui sont toujours à droite de l'écran, des échantillons tumoraux qui ont été déposés dans un gel qu'on appelle du matrigel. Puis vous voyez que les cellules infiltrent librement le matrigel et vous pouvez très bien imaginer que les cellules vont faire la même chose le long des axones des neurones dans le cerveau d'un patient. Alors, le challenge va être pour nous d'identifier les cellules le long de leur voie de migration et d'intervenir sur ces cellules. L'infiltration le long de ces cellules, le docteur Gravel, tantôt, nous a parlé des grands réseaux. Bien, maintenant, on voit le cerveau selon cette théorie-là, la théorie des nœuds, et on considère l'essentiel des fonctions cognitives comme de grands réseaux. Et on sait que l'infiltration des cellules tumorales le long de ces réseaux-là va nuire, si vous voulez, à la fonction des grands réseaux. Donc, la chirurgie personnalisée, c'est quoi les défis? Bien, les défis, c'est de trouver le moyen de, un, évaluer les fonctions cognitives complexes cliniquement pendant une chirurgie, et deux, réussir à cartographier avec des instruments d'imagerie nos régions associatives. Donc, on utilise une combinaison de 3 instruments pour ce faire. Dr Taillefer nous a parlé de la résonance magnétique, qui est une application absolument extraordinaire de la médecine moderne. On a 2 modalités d'imagerie en résonance magnétique qui ont vraiment poussé notre champ dans les dernières années. Donc, la première, c'est l'IRM de diffusion qui nous permet de tracer un modèle de la connectivité entre les neurones, de voir un petit peu une idée ou un modèle de la connexion entre différents groupes de neurones. La deuxième modalité d'imagerie par résonance magnétique, c'est l'imagerie l'imagerie fonctionnelle. Donc, l'imagerie fonctionnelle, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la réactivité des vaisseaux sanguins pour bien voir des pools de neurones qui s'activent lorsqu'un patient fait une fonction précise. Un exemple, je mets un patient dans l'imageur de la résonance magnétique, puis on lui demande de bouger son pied, et là, on va voir les neurones responsables de cette mobilité-là s'allumer au niveau du cerveau. Puis, évidemment, la troisième manipulation qu'on peut faire pour nous aider dans nos chirurgies, c'est là où vient la chirurgie éveillée, qui va nous permettre de faire de la stimulation corticale et sous-corticale. Là, on est supposé entendre le son. On m'avait dit qu'on aurait le son. OK, fait que vous ne nous entendez pas, mais on parle à la patiente et on lui demande de laisser son pied bien relax. Et pendant la chirurgie, on fait de la stimulation et on voit qu'on réussit à cartographier d'abord le pied distalement. Vous allez voir ensuite le mollet se contracter et finalement, en guise de conclusion, vous allez voir la cuisse sauter. Donc, on est capable de bien cartographier son cortex moteur, comprendre comment les neurones sont déplacés par la tumeur pour par la suite intervenir. Donc, c'est une combinaison de ces 3 techniques-là qu'on va utiliser dans l'évaluation de nos fonctions cognitives supérieures. L'autre chose qu'on est capable de faire maintenant, c'est de combiner ces 2 modalités d'imagerie-là puis de faire ce qu'on appelle de la connectivité. C'est-à-dire que là, on part avec l'activation du pied.
Puis, de cette région-là d'activation du pied, on va demander au logiciel de tracer les fibres qui connectent les neurones qui sont impliqués dans tout ce système-là. Puis, à partir de là, on est capable de demander une segmentation de la tumeur pour essayer de comprendre comment les fibres sont déplacées par la tumeur. Et toute cette imagerie-là va nous aider à planifier notre chirurgie, qui par la suite va être bonifiée par l'éveil du patient. Donc, c'est un peu comme ça que ça se déploie. Alors, aujourd'hui, dans la neurochirurgie moderne, où est-ce qu'on en est? Bon, on en est là. Je vous montre un exemple. On a une belle tumeur, c'est jamais beau une tumeur. On a une tumeur dans le pariétal d'un patient qui est juste devant la bande motrice. Alors, on procède à l'imagerie fonctionnelle pour mettre en évidence les neurones moteurs impliqués dans la mobilité de la jambe du patient, puis imagerie par diffusion pour essayer de comprendre comment les fibres sont déplacées. Pour par la suite faire une incision d'environ 4 cm au niveau du cuir chevelu du patient, une incision qu'on appelle une corticectomie d'environ 1 cm à la surface du cerveau du patient et faire une chirurgie de résection complète de cette lésion-là. Là, on est toujours dans un cortex primaire. Je vais voir si la vidéo joue bien. Je vais vous montrer comment la chirurgie éveillée a évolué pour la suite des choses. On est en chirurgie. Ici, on va évaluer le langage de la patiente. Ça va être vraiment difficile parce qu'on n'a pas le son, on ne l'entend pas parler. Mais je vais juste vous montrer le niveau d'exposition qu'on a, puis surtout le niveau de confort des patients. Ça, c'est une évolution qui ne vient pas de notre champ, mais bien de l'anesthésie. L'anesthésie moderne s'est vraiment, vraiment développée dans les 20 dernières années. Ils sont capables de nous garder les patients éveillés pendant des 5-6 heures, éveillés et confortables. Puis là, vous voyez qu'on a tout le cerveau, tout l'aspect latéral du cerveau chez notre patiente qu'on peut exposer et stimuler. Là, évidemment, on ne l'entend pas, mais on stimule son cortex à la recherche d'interruption du langage et à un moment précis, on obtient une interruption du langage et on sait que cette région de neurones-là, à la surface de son cortex, est essentielle au langage. Je vais passer la vidéo. Ça nous permet de faire des résections de cet ordre. Donc, on est dans l'hémisphère dominant, dans l'hémisphère langagier du patient. On est dans la région insulaire, qui était une région, il y a 15 ans, je vous dirais, un no man's land, on ne s'aventurait jamais là. Et maintenant, on est capable de faire des résections pratiquement complètes de ces tumeurs-là. Encore une fois, grâce au déploiement de ces procédures-là. Donc, c'est là qu'on est maintenant. Où est-ce qu'on doit aller? C'est quoi la prochaine avancée? La prochaine avenue dans ce qu'on veut faire? Bien, il faut qu'on trouve le moyen, encore une fois, de bien évaluer nos fonctions cognitives. Il faut qu'on trouve un moyen de bien suivre nos cellules gliales qui infiltrent la matière blanche. Puis ça, je n'aurai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais on commence à avoir des modalités d'imagerie qui nous permettent de faire ça. Ultimement, pour les gens qui seraient des ingénieurs qui nous écouteraient en ce moment, il faut qu'on ait la capacité de mettre ça dans un package d'imagerie qu'on peut amener en salle d'opération. Et ça, pour nous, en ce moment, les praticiens, c'est manquant. On n'a pas accès à ça. OK, donc, la question que nous, le groupe, on s'est posée à Sherbrooke, on va évaluer les fonctions cognitives supérieures lors de la chirurgie éveillée. Par quelle fonction va-t-on débuter notre évaluation? Puis, la réponse nous est venue d'une étude qu'on a menée en utilisant notre questionnaire de qualité de vie. On a développé un questionnaire de qualité de vie à Sherbrooke qui s'appelle le SNAS, pour le Sherbrooke Neuro-Oncology Assessment Scale. On a publié ça en 2010. C'est un questionnaire qui a quand même eu une bonne pénétration dans notre littérature. Il y a plusieurs groupes qui l'utilisent. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré la qualité de vie de nos patients. On a pris cette qualité de vie-là, puis on l'a corrélée à la localisation de la tumeur. Notre hypothèse de départ pour cette étude-là était la suivante. Un patient qui a une tumeur dans son hémisphère dominant, à gauche pour la majorité des gens, près des aires du langage, va avoir le plus gros impact sur sa qualité de vie. Vrai? Faux. On a trouvé exactement le contraire. On a trouvé que des patients qui avaient des tumeurs dans leur hémisphère droit, près de la région temporopariétale, la région, je vais laisser faire la souris, la région que vous voyez en jaune sur le graphique, donc les patients qui avaient une tumeur dans cette région-là avaient le plus gros impact sur leur qualité de vie. Comment on explique ça? Bien, le coupable est devenu évident, le coupable étant l'atteinte du réseau visuospatial. C'est quoi ça, le réseau visuospatial? C'est la fonction qui vous permet de vous déplacer dans un espace 3D. C'est la fonction qui vous permet de vous lever la nuit pour aller faire pipi, sans ouvrir la lumière. Sans réseau visuospatial, cependant, on a beaucoup de difficultés à fonctionner, plus de difficultés à fonctionner en apparence que quand on n'a plus de langage. Alors la conclusion de ce travail-là,
C'est qu'une tumeur située dans la région temporopariétale droite avait le plus gros impact sur la qualité de vie. C'est un travail qui a été présenté il y a quelques années au Congress of Neurosurgery, qui est comme notre gros congrès à nous autres, puis qui a gagné le meilleur prix de la présentation internationale. Le travail vient juste d'être publié là, dans une revue qui s'appelle World Neurosurgery, qui n'est pas une très grosse revue, là, malheureusement, mais ça vient de sortir il y a quelques mois. Puis là, je vais citer le professeur Gravel tantôt qui nous parlait des réseaux, parce que ce travail-là, en concomitance, ça nous a permis de nous intéresser au réseau visuospatial puis de mieux le définir avec le groupe de Maxime Descoteaux et de Kevin Whittingstall. Ça, c'est Dr. Whittingstall qui est en fait le leader sur ce papier-là de la description du réseau visuospatial qu'on utilise maintenant chez nos patients. Donc, le projet de recherche qui est central, si vous voulez, à cette présentation-là, c'est le suivant. C'est un projet de recherche qui découle de tout ce que je viens de discuter, qui consiste à évaluer, en fait, cliniquement, la qualité de vie des patients avant et après une chirurgie, mais aussi leur fonction visuospatiale. Donc, on leur administre une batterie de tests neurocognitifs avant et après la chirurgie. On fait évidemment de l'imagerie, on fait de l'imagerie fonctionnelle, on fait de l'imagerie de diffusion et on corrèle les changements cliniques en post-opératoire avec les résultats à l'imagerie qu'on retrouve. C'est un projet qui est piloté par une étudiante à la maîtrise. Je dois avouer que notre projet a, en bon québécois, stallé, je devrais dire, à cause de la pandémie. On a eu beaucoup plus de difficultés à recruter des patients. Vous voyez, on a besoin de 39 patients pour notre étude. On en a 5 de recrutés. On prévoit, avec la reprise des activités, que d'ici, je vous dirais à peu près 1 an et demi, on devrait avoir nos patients. Donc, je vous montre un de nos premiers cas. Vous voyez une tumeur cérébrale ici qui je n'ai pas besoin de vous la montrer, elle est bien évidente. Et vous voyez la localisation, c'est la région vraiment pariéto-occipitale, donc qui touche le système visuel. Vous voyez le déplacement des fibres occasionnées par cette lésion-là et la résection. Ce type d'imagerie-là nous permet de bien planifier notre approche pour minimiser les risques de produire un déficit chez notre patient. Bon, ça, cette vidéo-là. Ouais. Ici, vous voyez encore une fois, je suis un patient qui est porteur d'une tumeur dans la même région, la tumeur segmentée en rouge, les fibres impliquées dans le système visuospatial qui sont rabattues latéralement par la tumeur. Et puis, vous voyez des petites taches vertes sur le scanner. Ce sont les régions qui se sont activées lors de la résonance magnétique fonctionnelle pour une tâche visuospatiale. Et puis là, j'insiste sur le fait que il n'y a pas un réseau visuospatial qui est absolument identique d'un patient à l'autre. Il y a des nœuds qui sont très importants dans les régions de l'hippocampe droite, par exemple, mais pour le reste, il y a une contribution frontale contralatérale. Il y a plusieurs contributions qui sont différentes d'un patient à l'autre. Donc, chaque cerveau est unique. Chaque cerveau est rendu unique par la présence d'une lésion. On appelle ça la plasticité. Un dernier exemple que je veux vous montrer, parce que là, on s'en vient avec l'évaluation des fonctions cognitives, mais d'un autre ordre. Là, on commence à évaluer les fonctions exécutives et la mémoire de travail. Donc, une jeune enseignante qui a un gliome frontal droit avec une atteinte du système singulaire. Ça, c'est les fibres que vous voyez en vert qui sont réfléchies médialement par la tumeur. Si les fibres avaient traversé la tumeur, on n'aurait pas pu se permettre de resséquer cette lésion-là. Mais comme on a vu, lors de notre évaluation préopératoire, comme les fibres étaient réfléchies médialement, on a pu procéder à une résection complète de la lésion. Ces technologies-là nous permettent de prendre une tumeur considérée comme inopérable. Ça, c'est une patiente qui vient du CHUM. Elle s'est fait dire, on te fait une biopsie, on ne t'opère pas. Mais ça nous permet de convertir cette tumeur-là en tumeur partiellement opérable avec une résection qui est évaluée à 95 %. Encore une fois, on s'entend, on est dans un contexte de recherche ici, on n'est pas dans un contexte clinique habituel. Mais c'est pour vous montrer le potentiel d'avenir de ces approches-là. Donc, je termine là-dessus. C'est quoi l'avenir? L'avenir, c'est une intégration d'imagerie de diffusion, c'est une intégration d'imagerie de résonance magnétique fonctionnelle, mais aussi d'imagerie qui nous permettent de suivre l'infiltration tumorale, une intégration de tout ça en salle d'opération et évidemment, une participation active du patient pendant la chirurgie, puis éventuellement, tous les patients, on va les faire réveiller. Je veux juste mentionner en guise de conclusion que, bon, malgré les problèmes techniques, on a vu des scans, on a vu des images, on a vu des chiffres, mais il ne faut jamais perdre de vue que tout ce qu'on fait, ultimement, c'est essayer d'aider des patients. Il faut laisser les scans de côté puis penser aux patients dans leur globalité.
L'intégrité cognitive, c'est fondamental. La qualité de vie, c'est fondamental. Ça fait que la mission ultime, c'est de protéger ces déterminantes-là. Super, merci. Je pense qu'on avait une question en avant de Mme Chapdelaine, encore une fois. Ben, en fait, à Montréal, c'est faire offrir une biopsie. Moi, je vais vous dire ma position. On traite une maladie qui est inopérable. Excusez, on traite une maladie incurable. Donc, tant qu'à moi, tous les patients devraient être enrôlés dans des projets de recherche dans ce contexte-là. Puis, tu sais, l'idée de ce qu'on a essayé de mettre en place à Sherbrooke, c'est un peu ça. On s'est dit, on va étudier tous les facettes de la maladie, l'imagerie, la clinique, le lab, parce que chaque fois, je n'ai pas eu le temps d'en parler ici, mais chaque fois qu'on opère un patient, on prend un prélèvement de ce qu'on a enlevé, on l'amène au laboratoire, puis on fait différents types d'essais dessus, en collaboration avec plusieurs chercheurs à l'Institut de pharmacologie. Donc c'est un peu dans ce contexte-là, puis je pense que ça devrait toujours être comme ça quand on traite une maladie incurable. Surtout avec des petits nombres de patients comme on a. Merci. On a une question de M. Teuffer. Ah, tous les jours, toutes les semaines, mais pas dans le laboratoire, en clinique. La plasticité, c'est manifeste, c'est fantastique. Je peux vous donner des exemples de patients qui étaient comateux, avec des lésions bifrontales. Un patient avec un lymphome, entre autres, qu'on a traité en chimiothérapie intra-artérielle, qui a eu une réponse complète. Puis sur un espace, je vous dirais, d'environ 6 mois, il a non seulement repris son éveil, mais il est retourné travailler. Il demeure sur les résonances magnétiques des zones cicatricielles dans le cerveau. Donc, il y a eu des dommages structurels, mais le cerveau a eu l'intelligence de se recabler pour contourner ces lésions-là. Donc, la plasticité, c'est un phénomène qu'on a longtemps sous-estimé, nous, les cliniciens, puis qui nous est de plus en plus évident. C'est une corrélation directe avec l'âge. Plus on est jeune, plus la plasticité est présente. Puis l'état de bonne santé, mais la stimulation aussi. Le patient qui est stimulé va démontrer une plasticité accrue par rapport à un patient qui est laissé dans un état négligé ou qui est peu mobilisé, je vous dirais. C'est encore une fois un patient qui se réveille avec une paralysie d'un membre inférieur complète. Ce n'est pas inhabituel, après 2 mois, de revoir ce patient-là sur ses 2 pieds avec assistance légère, comme une canne, par exemple. Alors qu'en post-op immédiat, la jambe était complètement paralysée. Bien, on voit, en fait, le cerveau ne se régénère pas, même si ce n'est pas vrai qu'on ne forme pas de nouveaux neurones. On forme des nouveaux, on a des réservoirs de cellules souches, mais ça laisse des taches cicatricielles qu'on appelle de l'encéphalomalacie. C'est un manque de cerveau. Ça, on le voit très bien. Sauf qu'avec le temps, ces zones cicatricielles-là s'atténuent sans jamais complètement se réparer. Le cerveau est un architecte fantastique. Je crois que vous l'aviez bien démontré. Est-ce qu'on a une question sur Zoom, Liane, pour clore la période de questions pour M. Fortin? Oui, on en a une. On a un spectateur qui se demande si est-ce qu'un jour une personne épileptique n'aura plus à prendre de médicaments? Bien, en fait, c'est difficile de répondre à une question comme ça parce que chaque cas est un peu différent, mais je peux vous dire que c'est déjà dans le domaine du possible lorsqu'on est capable d'identifier avec précision le foyer de l'épilepsie et le resséquer. Donc, ça existe, la chirurgie de l'épilepsie, puis c'est souvent curatif. Là, pour un patient, savoir le dossier, c'est difficile de répondre puis d'être magnanime. Ça ne serait pas honnête. Ça existe déjà.